L'histoire, le pouvoir, les peuples, les guerres, la création, les chutes, l'avènement des civilisations. Tu sais ce qui relie tout ça depuis des millénaires? Ce qui traverse les empires, les langues, les révolutions? Un élément aussi humble qu'essentiel. La céréale. Et plus encore, le pain, mais avec un grand P. Parce que s'il y a bien une chose dont on a toujours eu besoin dans l'histoire de nos sociétés humaines, c'est bien du pain. Mais alors comment est-il né? Pourquoi il est devenu si important? Et sous quelle forme il a traversé les époques? Accroche-toi bien mon esprit fermenté parce qu'aujourd'hui, on explore ensemble la grande histoire des civilisations et vue d'un angle bien particulier, celui du pain. Alors, moi c'est Étienne Volk, maître artisan boulanger, passionné de transmission et créateur du podcast Ferment Mind, et aujourd'hui, l'histoire n'aura plus de secret pour toi. Ok, imagine-toi, il y a 12 000 ans. L'humain, il cultive rien, il chasse, il cueille, il avance au rythme des saisons, du gibier, des migrations. Mais à un moment donné, t'as quelque chose qui change. T'as une petite révolution silencieuse qui vient tout bouleverser. L'humanité s'enracine. Donc là, si tu veux, on est quelque part entre la Syrie, l'Irak, la Jordanie et le sud de la Turquie. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui communément le croissant fertile. Et alors, cet endroit-là, c'est l'endroit le plus riche en biodiversité au monde, tu vois. Et c'est ici, comme par hasard, que les premiers humains s'installent. Pourquoi? Comme je te l'ai dit, t'as de l'eau, t'as des terres fertiles et surtout, t'as des céréales sauvages de partout qui poussent. Là, quand je te dis céréales sauvages, je te parle d'épeautre, d'orge, de blé en grains. Tu vois, tout ça c'est abondant, c'est facile à ramasser, c'est facile à faire sécher et en plus, ça calme la faim. Donc, c'est parfait pour nous. Et là, on pense souvent, tu vois, que l'agriculture, c'est né d'un progrès technique. Mais au final, est-ce que ce serait peut-être pas juste la faim ou la paresse qui a tout déclenché? Parce que pourquoi courir après un cerf quand tu peux juste planter du blé et qu'il va le pousser tout seul? Et donc, les premières galettes de céréales, elles datent d'environ 14 000 ans. Tu vois. En 2018, il y a des chercheurs qui ont même retrouvé des résidus de pain carbonisé, donc plat, ça ressemblait à des galettes, dans un ancien foyer de pierre qui était à Chibouyaca, en Jordanie. Pas de four, pas de levain, juste une pâte grossière, faite de céréales sauvages écrasées, mélangées à de l'eau, cuite à la flamme directement. Mais là, tu t'imagines? Un campement, une nuit chaude. Quelqu'un laisse traîner une bouillie de céréales. Elle fermente un petit peu. Le lendemain, on la pose sur une pierre chaude et là, ça sent bon, c'est croustillant dehors, moelleux dedans, ça ne ressemble à rien de connu. Mais c'est bon, c'est nourrissant, c'est la naissance du tout premier pain. Et du coup, en quelques siècles, l'homme passe du cueilleur au cultivateur, il suit plus la nature, il commence à essayer, tu vois, de l'organiser. Et ça se voit, les premières meules de pierre, elles apparaissent, pour pouvoir moudre le grain, bien sûr. C'est plus facile qu'avec ses mains. Et on retrouve les premiers silos à grains à Çatalhöyük, en Anatolie, vers 7500 avant Jésus-Christ, donc c'est il y a un petit temps. Et on commence à bâtir des villages, des fours rudimentaires, à partager les récoltes. Et faire du pain, c'est plus juste mélanger de la farine et de l'eau. C'est planter au bon moment, récolter, stocker, broyer, tamiser, pétrir, cuire, tu vois, c'est tout un savoir-faire collectif. Et pour pouvoir faire ça, t'es obligé d'instaurer des règles. T'es obligé de mettre des rôles sociaux, des rituels, des chefs de clan. Et parfois, bien sûr, il y a des inégalités qui rentrent en jeu. Mais bon, tu vois, celui qui contrôle la céréale, il va contrôler la survie. Et celui qui contrôle le pain, alors là, il commence à contrôler le peuple. Imagine-toi à cette époque-là. Tu vis dans une hutte en argile et en roseau. Le sol est dur, la fumée s'échappe mal. Tu fais tremper des grains écrasés dans une peau de bête. Tu déposes la pâte sur une pierre plate pour chauffer. Tu attends. Et quand c'est prêt, tu manges ça avec des racines, du poisson séché et peut-être un petit peu de miel si t'as vraiment beaucoup de chance. Mais tu vois, c'est le pain dans sa forme la plus primitive. Mais il devient quand même le socle du repas. Il est né vraiment dans la boue et les braises. Il ressemble pas encore à la baguette ou au pain de campagne que tu connais. Mais il est là, et donc il y a tout qui s'accélère. Ça va vite parce que quelques siècles plus tard, t'as une autre civilisation qui va faire son entrée et qui va amener le pain dans une autre dimension. Eh ouais, je te parle bien évidemment
de l'Égypte. Imagine une rivière du Nil, il y a 5000 ans. Le soleil tape sur les champs. La crue a laissé derrière elle une terre noire, grasse, fertile. On y sème du blé amidonnier, de l'orge, et bientôt on y récolte ce qui fera vivre un peuple entier. Du grain. Donc l'Égypte, c'est une des premières civilisations à avoir compris le pouvoir de la terre, de l'eau et du pain. Comme je te dis, ici il n'y a pas de hasard. Le pain, c'est de l'organisation, c'est de la rigueur, de la méthode. Chaque crue du Nil va marquer un nouveau cycle. On sème, on attend, on moissonne, on broie. Des milliers d'années avant nos boulangeries, les Égyptiens, ils avaient déjà compris l'essentiel. On retrouve même des silos à grains monumentaux, des meules, des tamis, des outils pour malaxer la pâte. Vraiment, ils sont super bien organisés. Les boulangeries sont des artisans spécialisés. Parfois même, ils sont rattachés directement au palais et au temple. Et tu sais, c'est quoi le plus fascinant dans tout ça? C'est que les Égyptiens, ils maîtrisaient déjà la fermentation spontanée, celle qu'on fait tous les jours aujourd'hui. Et les Égyptiens, ils en font une multitude. Des pains plats, des pains en forme de cône, des pains sucrés, avec des dattes, ou aux épices même. Vraiment, ils s'amusent et ils font de plus en plus de variétés de produits. Et il y en a même certains qui sont cuits dans des moules, en argile, directement posés dans les braises. Je vous dis, dans des musées, on a retrouvé plus d'une trentaine de types de pains différents. Et comment on le retrouve? Parce que le pain, il est partout. Le pain, il est dans le foyer, il est dans le temple, il est dans le palais, il est dans les cercueils. C'est à la fois un aliment, une offrande, une monnaie, un salaire. C'est vraiment un symbole. Et quand tu travailles à Gizeh, sur un chantier royal, tu reçois chaque jour 3 à 4 pains environ, plus 2 cruches de bière. T'as pas de pièces, t'as pas de billets, du pain. Tu me diras, c'est mieux que de l'or ou des dollars, hein, tu peux directement les manger. Hein. Et tu vois, on a retrouvé même des représentations sur des murs, sur des fresques de boulangeries entières, de femmes en train de moudre le grain, d'hommes qui, eux, pétrissent à genoux, des fours aussi. C'est vraiment un travail dur, mais ils y arrivent, ils le font, mais à cette époque-là, le pain, ça sort pas d'un sac plastique. Le pain, il est vivant. Le pain, il a une âme. Et dans la mythologie égyptienne, le pain, il est directement associé à la création, à la continuité de la vie. Offrir du pain aux morts, c'est leur donner et leur garantir la prospérité dans l'au-delà. Et plus tu as de pain dans ta tombe, plus tu es riche et respecté. Parce qu'à même à Thèbes, tu as des archéologues qui ont retrouvé des pains entiers, conservés pendant 3000 ans. Bon, je te conseille pas de le manger parce qu'il est vachement noirci, mais il est reconnaissable. Parce que les Égyptiens, pour eux, le pain ne meurt jamais. Mais tu te doutes, une hiérarchie qui est attachée dans celui-ci. Comme dans beaucoup d'époques, tu le verras, les riches mangent du pain fin, tamisé plusieurs fois, alors que les pauvres, eux, comme d'habitude, ils vont manger des pains noirs, parfois même remplis de sable ou de paille. Et je rigole pas, ce sable, il usait les dents et il a laissé des traces irréversibles sur les squelettes. Grâce à l'ostéologie, on a montré des mâchoires égyptiennes usées, fracturées, à cause du pain. Le pain en Égypte, c'est pas juste une tradition. C'est un outil de pouvoir, un moyen de contrôle, un symbole spirituel et un pilier économique. Quand tu manges du pain aujourd'hui, tu reproduis un geste qui est vieux de 5000 ans. Un geste sacré, un geste quotidien, un geste d'humain au final. Mais ça, tu verras que c'est que le début. Car il y a une autre civilisation qui va reprendre la recette de ce pain-là et qui va l'amener encore plus haut. C'est qui? C'est la Rome antique. Et là, on en parle maintenant. Ok, donc là, on est 800 ans avant Jésus-Christ. Les Grecs, eux, ils construisent leur cité immense. Ils philosophent. Ils sculptent littéralement leur dieu dans du marbre. Mais ce qu'ils font aussi, c'est qu'ils perfectionnent le pain. Là, en Grèce antique, le pain, c'est plus juste un aliment de base. C'est devenu déjà un vrai savoir-faire et un marqueur culturel. Il y a des boulangers grecs qui commencent à inventer, nommer plusieurs variétés de pain selon leur forme, leur cuisson ou même leur garniture. Par exemple, tu as Arthos, qui est un pain levé assez classique, mais qu'on peut retrouver aujourd'hui pendant les fêtes religieuses et les fêtes de Pâques. Tu peux aussi retrouver Plakous, qui est une sorte de galette cuite à plat, parfois sucrée, avec du miel ou des fruits. Tu as Pyramis, qui est un pain en forme de pyramide, et tu as Streptos, un pain tressé. Je vais essayer de vous mettre des photos et des images de chacun d'eux. Et Athènes, il comptait plusieurs catégories de boulangers. Pourquoi, tu vas me dire? Parce qu'il y a certains qui étaient pour les riches, et tu en avais d'autres qui étaient pour les marchés. Déjà, le pain à l'époque, il commençait vraiment à refléter la hiérarchie sociale à laquelle tu appartenais.
Et tu avais aussi des Grecs qui utilisaient des moules décoratifs, et certains pains étaient offerts à des cérémonies religieuses, à Déméter, la déesse des moissons. Mais attention, parce que quand Rome prend le relais, alors là, ils se contentent pas d'hériter des techniques grecques, et dire ah, c'est bien, on va continuer. Non, non, non. Non, là, ils commencent à industrialiser. À partir du 1er siècle avant notre ère, Rome compte déjà plus de 300 boulangeries dans leur cité. C'est quelque chose de fou. Il y a même des fouilles à Pompéi qui ont relevé des boulangeries complètes. T'as four, meule rotative, des espaces de travail, on y a même retrouvé des pains fossilisés lors de l'éruption du Vésuve. Enfin, et c'était même marqué du tampon qui indiquait le producteur de ce pain-là. C'est assez incroyable. Comme nous quand on grille ou qu'on met des pochoirs. Il y a une célèbre expression aussi de Juvénal qui vient pas de nulle part, qui s'appelle panem et circenses. Ça veut dire du pain et des jeux. Sous l'Empire romain, l'État distribuait gratuitement du pain à la population romaine pauvre. On appelait ça les frumentationes. Je sais pas si je le prononce bien, mais en échange de ça, tu te doutes qu'ils avaient quelque chose, ça s'appelle la paix sociale. Tu dois le connaître aujourd'hui. Et cette espèce d'aide-là, il la donnait à environ 200 000 citoyens romains qui recevaient une ration de blé gratuite chaque mois à Rome. Et tu avais des boulangeries publiques aussi, les pistrina, qui sont mis en place. On développe même des nouvelles normes de production pour garantir la qualité, la quantité du pain qui est distribué. Vraiment, ça devient de plus en plus carré. Le pain, ça devient aussi, tu te doutes, un outil politique, parce que celui qui contrôle les fours contrôle la foule. Et ils n'ont pas fait que ça. Les Romains, tu te doutes, en plus de conquérir la moitié de la planète, non, ils commencent à perfectionner des meules rotatives à traction animale pour aller plus vite, plus de production. Ils créent ce qu'ils appellent des fours à hypocauste. C'est quoi? C'est des fours qui sont chauffés par en dessous avec une circulation d'air chaud pour avoir une meilleure qualité de cuisson qui soit plus uniforme. Je te dis, non mais ils sont déter, ils sont déter. Au final, en quelques siècles, le pain est passé du feu de camp à la vraie industrie. De la galette de berger au symbole de l'Empire. Il est devenu art, métier, politique, outil de contrôle. Et pourtant, ce pain n'avait encore rien de notre baguette. Il était dense, souvent dur et conservé pour plusieurs jours. Mais le chemin était déjà tout tracé. Parce qu'après la chute de l'Empire romain, le pain, il n'allait pas disparaître. Non, il allait se métamorphoser dans les campagnes médiévales, là où la farine, la famine et les fours se côtoyaient. Là où le pain devient une question de vie ou de mort. Le matin est glacial. Une brume sale colle au mur entorchi. Tu te lèves sur un sol en terre battue. Tu n'as pas mangé depuis la veille. Tu n'as qu'une idée en tête. Trouver un peu de pain. Un petit morceau, quelque chose, même dur, même rassis, même brûlé. Parce que, au Moyen-Âge, le pain, c'est pas un choix. C'est une obsession. Alors, il faut savoir qu'entre le 5e et le 15e siècle, l'immense majorité de la population est rurale. Et dans ces campagnes-là, le pain, il constitue jusqu'à 60 à 75% des apports caloriques quotidiens. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il n'y a pas de frigo, il n'y a pas de garde-manger. Ce qu'on mange, c'est ce qu'on a préparé. Et ce qu'on prépare souvent, c'est du pain. Mais attention, hein, c'est pas du pain blanc croustillant. Non, non, c'est un pain qui va être dense, qui va être souvent noir, avec beaucoup de son, qui va parfois être fait avec des farines vraiment de fortune. Vous allez retrouver de l'orge, du seigle, du gland séché, des fèves moulues, tout ce qui passe et qui peut servir de farine va être utilisé. Parce que là, ce qu'on veut, ça va être un pain qui va rassasier, c'est sûr, mais qui va coller au ventre, qui pèse, qui s'effrite, qui laisse des miettes, des traces de faim. Et le pain, comme vous devez vous en douter, on l'a appris un peu en histoire, c'est que il se fait pas librement. Non, non. Les paysans, ils doivent payer pour pouvoir utiliser le four banal, le four du seigneur local. Le droit de cuisson est un impôt, un contrôle aussi. Tu cultives ton grain, tu moulines ta farine, tu pétris ta pâte, mais tu dois quand même payer pour pouvoir la cuire. Quoi? C'est une honte! Révolte! Mais qu'est-ce qu'on... Parce que le feu, ça appartient un peu au pouvoir, tu vois. Et les fours, ils sont rares, et on les regroupe par village. Parfois, une famille, elle peut cuire son pain tous les 10 jours. Elle va faire des miches énormes, géantes, pour tenir toute la semaine, parce qu'elle n'a pas le choix. En cas de disette,
Là on va improviser. On coupe la farine avec de l'écorce, on ajoute des herbes, des racines, même que parfois on met de la terre. Comme on l'a retrouvé en Égypte avec le sable, là on met de la terre. T'as des grandes famines au Moyen-Âge, notamment celles de 1315 et 1317, ont provoqué des pénuries telles qu'on a retrouvé des traces de pain fait avec des pois moisis, des lentilles fermentées ou de la farine d'écorce. Vraiment, et pourtant le pain, ça reste une norme alimentaire. Les riches, ils vont manger du pain blanc, tamisé, léger, comme toujours, hein. Vous allez voir, à chaque fois dans l'histoire, c'est comme ça. Voilà. Et du coup, comme vous le savez, les pains faits pour les pauvres, c'est de la merde. Quoi? Sire? Alors attendez, Caradoc, soyez pas si catégorique non plus. C'est ça votre spécialiste? Allez, non, mais essayez de développer un peu. Mais y a rien à développer, c'est de la merde, c'est tout. Moi, on me sert ça dans une auberge, le tavernier se prend une tige dans sa tête. Ça va être un pain noir, qui va être lourd, qui souvent peut être moisi. Et ce pain, parfois, il rend malade, il pourrit dans les caves, il développe des moisissures. L'ergot du seigle. Est-ce que vous connaissez l'ergot du seigle? Par exemple, il va être provoqué des hallucinations, des convulsions, des morts. Réellement. C'était la peur du mal des ardents. Le feu de Saint-Antoine, le pain maudit. Et quand le pain manque, je vous le dis en mille, le peuple se soulève. Les révoltes paysannes commencent. Comme la jacquerie en 1358 en France, elle naît souvent à cause de la faim. T'as les villes aussi qui vont s'enflammer. Et en 1412 à Paris, les boulangers sont même accusés de spéculer sur la farine. Ça paraît comme ça, mais c'est vraiment grave parce que le pain, il n'y a que ça à manger. Et en 1529 à Lyon, c'est le peuple qui force directement les portes du grenier à blé. À cette époque-là, voler du pain, c'est un crime. Mais ne pas en avoir, c'est une condamnation à mort. Et paradoxalement, le Moyen-Âge est aussi l'âge d'or du levain naturel. Vous allez dire, ah ouais? Eh ouais. On garde toujours une pâte d'un jour à l'autre, on la nourrit, on parle de mère ou de chef, comme aujourd'hui. Chaque maison a sa souche. Le pain, il lève lentement, parfois 12 heures, et malgré la rudesse, malgré les famines, c'est dans ces fournées longues, dans ces gestes simples, que naît la vraie boulangerie traditionnelle. Au final, au Moyen-Âge, le pain n'est plus seulement un aliment. C'est une hiérarchie, une arme, une obsession. Il dit qui tu es, ce que tu manges ou ce que tu vis, et combien de jours tu vas encore tenir. Mais malgré tout, il résiste. Il reste sur la table, dans les mains, dans les mémoires, et avec la Renaissance viendra bientôt une époque où le pain sera encore plus politique. Parce qu'au XVIIIe siècle en France, c'est encore le pain qui va déclencher l'une des plus grandes révolutions. « 1789, Paris. La foule gronde. Dans les rues, on ne réclame pas du luxe ou des privilèges. On crie la même chose. Du pain. Encore du pain. Toujours du pain. » À la veille de la Révolution, 80 à 90% du revenu d'un ouvrier urbain était dépensé pour manger. Et dans ce budget alimentaire, le pain représentait la majorité des dépenses. Mais les récoltes sont mauvaises, les prix flambent. Un pain qui coûtait 4 sous au mois de janvier pouvait en coûter 14 en juillet. Et les boulangers ferment, ou alors ils gardent leur stock. Et le 5 octobre 1789, ce sont des femmes qui marchent sur Versailles. Elles exigent du blé, de la farine, du pain. Alors, c'est pas un hasard, hein. Si la révolution, elle commence par une question de pain, de fournée, le ventre vide, ça pousse à la colère, ça pousse à la guerre. Et le pain, c'est vraiment devenu le symbole du peuple. Et la révolution, elle met en place des décrets. Prix maximal du pain, la quantité de farine utilisée, sur la ration en cas de crise, on réglemente tout, jusqu'à la croûte. Et parce que le pain, c'est plus un aliment, non, c'est un outil de justice sociale. Mais cette quête d'égalité, elle va plus loin. Parce qu'il y a une petite anecdote qui n'est pas forcément connue, mais après la Révolution, pour symboliser l'unité du peuple, les stocks de farine blanche réservés aux riches et les stocks de farine grise consommés par les pauvres, comme je vous l'ai dit tantôt, ont été mélangés. Tout le monde, désormais, mangerait le même pain. Un pain républicain, un pain d'égalité. Et certains petits moulins, encore aujourd'hui en France, rendent hommage à ce geste en produisant une farine qu'on dit une farine d'égalité. Ils mélangent des farines brutes et raffinées, en mémoire de cet idéal.
Et à partir du 19e siècle, c'est l'industrialisation qui va transformer radicalement le pain et ce qu'on en connaît. Parce qu'en 1867, le baron Max de Springer invente la levure pressée plus rapide que le levain. Vous connaissez tous cette levure. Les moulins à cylindres, inventés vers 1870, remplacent les meules de pierre. Les pétrins mécaniques se généralisent dans les grandes villes. Et résultat, on produit plus de pain, plus vite, mais on sacrifie souvent la qualité. On gagne du temps, on perd du goût. Le pain devient standardisé, blanchi, stabilisé. On parle même de pain mort, car il ne se garde pas, il vit plus. Et en 1905, la consommation moyenne de pain en France est de 900 grammes par jour et par habitant. C'est énorme parce qu'en 2023, elle est tombée à 120 grammes. Alors, bien évidemment, le 19e siècle, ça va pas changer. Le pain, c'est toujours un symbole, un marqueur de ce siècle. Le pain, il est politique, il est populaire, il reste au cœur des grèves ouvrières, on en parle dans les journaux, il devient un droit. En cas de crise, l'État distribue directement des bons pour acheter du pain. On organise même des cantines. Je vous le dis, tu peux pas retirer le pain du peuple. Il est dernier rempart, il est dernier réconfort et parfois la dernière arme qu'il a. C'est ce qui va toujours commencer à faire soulever les foules. Mais le glissement, il n'est pas fini. Et il a un point de rupture. Et ça, ce point, il arrive à l'après-guerre. Un moment clé, et on ne le développera pas ici, parce qu'il mérite presque sa propre vidéo, tellement il a transformé notre manière de produire, de manger, de penser le pain. Et la conclusion à tout ça, c'est que de la colère des rues de Paris aux moulins mécaniques, le pain, il a traversé la modernité avec énormément de douleur. Il perd ses ferments, ses formes, son âme, mais il reste là, dans toutes les mains, dans toutes les histoires, et pourtant, une question demeure. Peut-on vraiment transformer un aliment sacré en un produit industriel? Peut-on automatiser un savoir ancestral? La réponse, elle va venir au XXIe siècle, avec la naissance d'une résistance, celle du pain artisanal, et le retour du goût, du vivant, du vrai. Aujourd'hui, tu vas ouvrir ton placard. Il y a quoi? Tu vas avoir une baguette pré-cuite sous plastique, ou peut-être un pain complet, bio, au levain naturel. Mais tu peux aussi avoir un sandwich industriel sans croûte, dont je te calibrais grammes près, dont je te dirai même pas la marque parce que tu la connais. Le pain, il a jamais été aussi multiple, mais aussi divisé. Au final, au XXIe siècle, il a fait du pain un produit de consommation de masse. Tu vois, les villes aujourd'hui, dans les boulangeries de quartier, elles commencent à fermer, les chaînes industrielles, elles prennent le relais, les méthodes, elles s'accélèrent. Le pain, il est prêt en 2 heures grâce à des enzymes, à des améliorants artificiels, à des mélanges, tu sais, les mix prédosés. Uniformons la production. Voilà. En 1950, je le disais tantôt, un Français mangeait environ 350 grammes de pain par jour. 1950. Aujourd'hui, en 2023, on est tombé à 120 grammes. Et ça, c'est quand on compte le pain de mie. On a beaucoup moins de pain, beaucoup moins de temps. Et du coup, comme on l'a vu depuis le début de cette vidéo, moins de liens. Mais depuis quelques années, on assiste à un vrai retour du vivant, et ça fait plaisir. Parce que t'as des paysans meuniers, des boulangers passionnés, mais des consommateurs aussi, plus avertis, plus conscients, qui font revenir le levain naturel sur les étals. On n'en a jamais autant vu. Les farines anciennes, moulues sur meule de pierre, qui sont de plus en plus recherchées. Et on parle aussi de biodiversité, hein. Le pain, le terroir céréalier, la santé, la digestion, c'est plus juste une baguette. C'est vraiment une histoire, une démarche, et même une quête. Et attention, parce que même dans les grandes villes, des gens font leur propre pain chez eux maintenant. Vous l'avez vu, la crise du Covid. On a une explosion de recherches sur Google de comment faire son levain à la maison. C'est vraiment bien, les gens s'y mettent. Et c'est peut-être ça le signe qu'on a besoin de reprendre le temps, tu vois, de mettre les mains dans la pâte, de réapprendre à nourrir correctement les gens. Parce que depuis 14 000 ans, le pain, il accompagne nos gestes, nos cultures, nos civilisations. Il a nourri les pharaons, et il a nourri les légionnaires, les serfs, les révolutionnaires, et aujourd'hui, il nourrit encore nos réflexions. Au risque de me répéter, le pain, c'est pas juste de la farine et de l'eau. C'est ce que l'humanité a su faire de plus simple, mais de plus grand. Depuis des millénaires, il est là, dans nos peurs,
nos prières, nos révoltes et nos repas. On l'a vu naître au cœur du néolithique, nourrir des empires, se faire voler par la misère et se faire normaliser par l'industrie. Et malgré tout ça, il tient, traverse le temps et au final, on peut le voir comme une mémoire vivante, une trace laissée par ceux qui ont semé derrière nous et une responsabilité pour ceux qui viendront après. Et moi, si aujourd'hui je fais ce métier, c'est pas seulement pour nourrir les gens, c'est pour porter cet idéal, pour m'approprier ces millénaires de gestes, pour les honorer, les enrichir et à mon tour les transmettre. Parce que peut-être qu'en parlant de pain, on parle aussi de nous, de nos erreurs, de nos choix, de nos doutes, de comment on veut vivre et sous quelle forme on veut que le monde évolue. Alors, oui, le pain, c'est du blé, de l'eau, du feu, mais c'est surtout une manière de rester humain, un moyen d'être vivant, présent, ensemble.